Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer l'édition 2025 de Liège-Bastogne-Liège. La saison des classiques 2025 se clôturait avec la doyenne. Évidemment, les côtes classiques, la Roche-au-Faucon, la Redoute, la côte de Stockeux, la Haute-Levée, et un duel tant attendu pour clôturer ces Ardennaises après une Amstel Gold Race sensationnelle, une flèche wallonne qui a débouché sur l'attaque la plus impressionnante peut-être de ces 15 dernières années. Remco Evenepoel et Tadej Pogačar avaient rendez-vous sur les routes de la doyenne. Et bien pour se battre, pour aller décrocher un troisième titre, l'un et l'autre ont 2 victoires sur cette classique. Quel était le premier à aller chercher un troisième titre? La réponse est simple, tiens, en 2 mots, un Slovène, un champion du monde, Tadej Pogačar a de nouveau écrasé la concurrence. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Oui. Est-ce que c'était le scénario attendu? Pas vraiment. Pas vraiment. On voulait un gros duel. Évidemment, on attendait une attaque dans la Redoute. Elle a eu lieu, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme on l'avait espéré, très honnêtement. Ça a été une course insipide. Clairement. C'était vraiment pas la course de l'année. Mais alors vraiment pas. Ça a été une sorte de longue procession, ce Liège. Pogačar s'impose donc devant Ciccone et Ben Illy. Ben Illy va enfin décrocher un podium sur un monument ardennais. Lui, l'infatigable attaquant, l'Irlandais, décroche voilà, un des podiums les plus importants de sa carrière. Et ensuite, alors... on a un top 10, mais qui n'est pas très représentatif des réelles forces, hein, parce que y a tout un groupe qui est arrivé en fait en même temps. Velasco fait 4, mais je mentionnerai plutôt Pidcock qui fait 9, Paulès qui fait 10. Et là, j'ai pas encore cité, vous en doutez, Remco Evenepoel, puisque c'est une des déceptions qui finit 59e de ce Liège. Le Belge n'avait tout simplement pas les jambes, peut-être rattrapé par une préparation tronquée, courte, difficile. On emploiera les mots que l'on veut. Mais en tout cas, c'est une déception de ne pas avoir eu, encore une fois, cet affrontement réel entre Pogačar et Evenepoel. Le Slovène était tout simplement intouchable. À 34 km de l'arrivée, Tadej Pogačar... super bien placé par... Oui, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé avant, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà, il n'y a eu aucune anticipation d'un quelconque concurrent. D'ailleurs, c'est... ou adversaire de Pogačar et Evenepoel. D'ailleurs, je vais y revenir. On attendait la Redoute. Les 3 dernières années, ça attaquait dans la Redoute. Pogačar l'avait fait, Evenepoel l'avait fait 2 fois, Pogačar l'avait fait, et cette année, ça n'y a pas coupé. Il y avait un train haut qui était mené par UAE. Pogačar était, comme toujours, très très bien placé. Quand on a des bonnes jambes aussi, ça aide, parce que tu es toujours bien placé. Tadej se met à un rythme déconcertant, c'est-à-dire qu'on ne le voit même pas réellement faire une attaque. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'impression qu'il attaque, mais il met, je sais pas, en l'espace de 3 secondes, je sais pas, on a l'impression qu'il met 30 ou 40 mètres à tout le monde. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, c'est même flippant, ce que fait Pogačar. C'est décontenançant. Enfin, vraiment, c'est presque gênant pour les autres coureurs qui doivent être désabusés. Mais d'un autre côté, c'était écrit. Tadej Pogačar est le plus fort. Il n'est quasiment jamais distancé. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Hein. Pogačar, il n'est jamais distancé. Il était bien placé. Il veut faire le triplé ardennais. Il perd l'Amstel, mais il gagne la flèche. Voilà. Il arrive. Liège, on sait qu'il va attaquer dans la Redoute. Qu'est-ce qu'il fait? Haussage du rythme dans la Redoute. Et encore, dans la Redoute, la course, elle n'est pas pliée. Au sommet de la côte de la Redoute, il y a une dizaine de secondes. Parce que il n'a pas mis un démarrage thermonucléaire. Et derrière, il y a quand même des coureurs qui sont forts. Ben Illy, on l'a vu fort. Ciccone était fort. Pidcock était fort. Paulès était pas mal non plus. Enfin,
Alors, Evenepoel, lui, il était beaucoup plus loin. On en discutera après de Remco. Pas du tout placé, et évidemment avec Palécane. On l'a vu hein, lors des côtes qui suivaient aux Forges et à la Roche-au-Faucon. Pogačar s'en va, mais là où il fait la réelle différence, c'est dans la section suivante, et ça s'est vu sur Strava, si vous regardez la section Strava, l'écart en haut de la redoute, il y a un petit écart, mais c'est pas rédhibitoire non plus. Il y a 10 secondes, il est tout seul, il y a des gars derrière. Si ça s'organise, on se dit, comme toujours, hein, on espère, on croise les doigts, on se dit, ça peut peut-être rentrer. Que nenni. Pogačar fait une section ensuite, je crois, de 4 minutes d'effort où il roule à plus de 4 km/h de moyenne plus vite sur un faux plat. Pogačar, le faux plat qui mène à la côte des Forges, c'est là qui fait toute la différence. Poggi. Et à ce moment-là, son avance monte à quasiment une minute, peut-être un tout petit peu moins, et ensuite l'écart se stabilisera jusqu'à la fin. Grosso modo, on le revoit plus. On savait que la course était pliée à partir du moment où il était tout seul et qu'on a vu une désorganisation complète. Et Pogačar vient conclure l'une des campagnes de classiques les plus incroyables. Et c'est pas fini puisqu'il clôturera ses classiques avec évidemment le Tour de Lombardie où il est pas moins d'être le quadruple tenant du titre. Il fait donc, sur les 7 derniers monuments auxquels il a participé, c'est 7 podiums. Même depuis son abandon sur Liège, c'est 1, 2, 3, 4 et 4, 8, c'est 8 podiums, dont 5 victoires, 2 troisième places sur Milan-San Remo, une deuxième place à Paris-Roubaix. Performance pas faite depuis un certain Eddy Merckx. Un 9e monument pour Pogačar, qui est le meilleur coureur du monde, on sait, qui est un cannibale absolu, qui est en maîtrise totale, c'est même pas une jambe ou deux au-dessus des autres, c'est dans une caste différente. Vraiment, la façon, j'avais pas débriefé la flèche, mais la façon dont, dans la redoute, il se met juste à un rythme, et il le dit en interview, enfin, c'est limite, c'est terrible pour les autres, où il dit, je voulais juste tester mes jambes, voir comment ça allait, et l'écart qu'il met, waouh, c'est mais d'une violence inouïe. C'est pour les autres, ça doit être déprimant. Voilà, et Remco Evenepoel le premier, parce que on attendait le seul, en fait, et je vais parler stratégie aussi. Quand on voit le niveau de Pogačar, tu peux pas t'attendre, quand tu t'appelles Ciccone, quand tu t'appelles Ben Illy, quand tu t'appelles Tom Pidcock, où tu te fais rincer tous les ans de la même façon, et que tu vois que Pogačar, il est toujours aussi fort que l'année dernière, et que toi, t'as beau être un coureur exceptionnel, Tom Pidcock ou Ben Illy, tu vois bien que chaque année, tu te prends une cartouche par Pogačar. Si tu attends la redoute pour suivre Pogačar, tu n'y arriveras pas, ça ne se passera pas, ça ne peut pas tomber, c'est pas possible. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas une anticipation de ces gars-là. Pourquoi tu ne tentes pas un truc ? Ineos, ils ont tenté, ils ont envoyé Tobias Foss et... j'ai oublié son prénom. Bref, ils ont envoyé 2 coureurs à 100 bornes de l'arrivée, ils ont tenté, ils n'ont pas gagné, mais au moins ils ont tenté. Skelmose, il tente à l'Amstel parce qu'à un moment il part en facteur, et Ben Illy, Pidcock, ils le font pas. Moi je suis un peu véhément ou agacé, d'un autre côté on va me dire c'est facile de dire... ouais, t'as juste à essayer d'anticiper. Mais d'un autre côté, ils ont rien d'autre à tenter, ça. Ils ont rien d'autre à tenter. Skelmose, il gagne l'Amstel parce qu'à un moment, il part en facteur entre les deux parce que, une fois que Pogačar est parti, les gars, qu'est-ce qu'ils font ? Ça joue deuxième, ça joue battu et ça le laisse partir. Ça essaie même pas de prendre sa roue. Et, je veux dire, l'année dernière, Daniel Felipe Martinez, au moins, il a essayé de se caler sur 100-200 mètres dans la roue de Pogačar. Bon, alors, il a complètement explosé, mais il a eu le mérite d'essayer. Là, Pogačar, il se met un petit rythme. Enfin, un petit rythme, c'est un gros rythme, c'est un rythme énorme, mais il y a 10 secondes à la redoute, ils sont en groupe de 30. Il leur met pas 25 secondes non plus. Enfin, je veux dire, la course, elle est pas finie. Il reste 30 bornes, 10 secondes d'écart. Putain, et il y a eu zéro coopération, aucune tentative. Le seul coureur qui peut se dire, à la régulière, si je suis dans une bonne forme, je peux tenir peut-être Pogačar, c'est Remco Evenepoel. Le fait est que Remco Evenepoel, là, c'était son 4e jour de course. On sait que Remco, dans l'enchaînement de côtes, des efforts et tout, il a besoin de se construire, de se refaire sa caisse et autres. Et là, en fait, on voit bien que, au fur et à mesure, sa caisse peut-être se constitue, mais
En fait, la fatigue a plus joué en sa défaveur qu'autre chose. Il était complètement rincé. Voilà, il l'a dit, je suis pas un surhomme. Alors, il a eu un comportement sur la course où on le sentait très agacé parce que voilà, il s'est presque arrêté. Il s'est mis complètement sur le côté pour se faire dépasser par les motos. C'est pas le meilleur des comportements, mais voilà, il l'a reconnu après. Il a dit oui, bah ça fait partie du processus. Il va faire sa caisse, on va le retrouver à côté du côté du Tour de Romandie, ça va être un très bon test. Il va y avoir Joao Almeida qui est très performant, il y a un contre-la-montre, un prologue, des arrivées au sommet. Ça va être un très bon test, ça va permettre de jauger où est Remco Evenepoel, un peu plus. Là aujourd'hui, clairement, il était loin, et on sait que le niveau de Remco Evenepoel, c'est pas de finir 60e de Liège non plus. Mais c'est clair que c'est un peu décevant de ne pas avoir vu ce duel, d'autant qu'on se le promettait et que l'Amstel nous avait vraiment montré que on pouvait avoir de l'espoir. En tout cas, espoir, il n'en a pas eu parce que Pogacar a détruit tout le monde et que derrière, il n'y avait rien à aller chercher et que Tadej est sur des bases énormes. Profitons de la section où Tadej Pogacar n'est pas là. Une quarantaine de jours, là, le Tour de Romandie, plus le Giro sans Pogacar, qui reviendra du côté du Dauphiné pour un espèce de micro-Tour de France. Il y aura Jonas, il y aura Remco, il y aura Pogacar. Autant dire que celle-là, il va falloir la suivre et qu'il va falloir s'accrocher assez fort. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Et Pogacar continue de marquer l'histoire. Voilà, le Slovène est immense et il n'y a pas grand chose à faire pour contrecarrer les plans de l'ogre, du nouveau cannibale. On est vraiment en train de... On a sous les yeux peut-être un des plus grands coureurs de tous les temps. Voilà, ça y est, c'est acté, on le savait. Mais là, plus les performances arrivent, plus les courses, plus le palmarès... je veux dire, devant lui, au niveau monument, ils sont plus que 2. Hein, et il y a le grand Eddy qui en a 10 de plus. Voilà, Pogacar, ce qu'il lui reste à faire. Alors cette année, il lui a montré qu'il pouvait gagner par Roubaix et autres, mais le tout n'est pas encore sélectionné. Mais il est juste sensationnel, quoi. C'est un peu à l'image d'un Armand Duplantis, c'est-à-dire qu'il est passé dans la caste où il écrase complètement sa discipline, quoi. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu avec Pogacar. Et il va falloir s'accrocher toute la saison pour essayer de l'avoir. Bonne chance pour les championnats du monde, pour le Tour de France, peut-être pour la Vuelta pour ceux qui y vont. Ça va être un sacré chantier d'essayer de suivre le Slovène. Voilà pour ce petit podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.